Religion et patrie. Voilà quel était le slogan du consistoire, l'organe en charge du culte juif en France, jusqu'à aujourd'hui, lors de sa fondation en 1808. Une formule qui donnait déjà le ton de l'idéal de cette époque, celui d'une relation intime, inextricable entre le judaïsme et la nation française. Qu'en advient-il de nos jours de ce qu'on appelle le franco-judaïsme ? Est-il encore pertinent d'évoquer ce modèle après 200 ans de mutation en profondeur de la condition juive en France ? Et c'est la question qu'on va se poser avec notre invité du jour, Martine Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc publié un livre aux éditions Presse universitaire de Rennes, Fin du franco-judaïsme, dans lequel, point d'interrogation, puisque c'est un élément très important justement de cet entretien, dans lequel vous interrogez justement ce modèle. Et auparavant, je précise, vous êtes donc sociologue, notamment sociologue émérite auprès du CNRS, et une spectatrice engagée dans l'observation de la vie juive depuis les années 80. Observatrice engagée. Absolument. Ouais. Et du coup, le franco-judaïsme, c'est quoi en termes de personnalité, d'idées, d'institutions? Comment est-ce que vous le définissez? Alors, le franco-judaïsme, c'est une élaboration, une formalisation d'un modèle particulier. Les acteurs ne parlent pas forcément de franco-judaïsme, d'un modèle particulier qui met l'accent sur, je dirais, une synthèse heureuse entre l'appartenance juive et l'appartenance française. Et quand vous avez évoqué le slogan du consistoire religion et patrie, oui. À l'époque, on ne parlait pas de franco-judaïsme, on parlait plus d'israélitisme, même jusqu'à fort tard. On a parlé d'israélitisme ou de modèle israélite. Là encore, c'est une formalisation par les observateurs, les sociologues, les historiens, de quelque chose, d'un modèle particulier où le judaïsme, donc au XIXe siècle, après la création du consistoire notamment, était redéfini comme une religion, et seulement une religion. C'est-à-dire quoi, dans la sphère privée? Dans la sphère privée, ou la synagogue, dans les temples et la synagogue, mais aussi une religion dont les valeurs principales, les valeurs prophétiques, étaient en adéquation totale avec la France émancipatrice. C'est pour ça qu'on parlait à l'époque de la France comme nouvelle terre promise, comme la Seine, comme étant le Jourdain de là-bas, quoi. Donc, de Palestine, quoi. Et donc, c'est cette adéquation heureuse, mais entre la citoyenneté française et le judaïsme redéfini comme religion. Ça, c'est un aspect important de la redéfinition du judaïsme au XIXe siècle. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension institutionnelle. À l'époque, au XIXe siècle, et jusqu'à fort tard, jusqu'au XXe siècle, le consistoire était l'institution représentative unique, monopolistique, même jusqu'en 1905 d'ailleurs, représentative du culte juif, du culte israélite, comme on disait encore à l'époque. Donc voilà, c'est ça le modèle israélite qui est tel qu'il est formalisé par des sociologues et des historiens. Ensuite, le terme franco-judaïsme est arrivé plus tard. Hein. On pourrait dire qu'il s'est diffusé plus depuis une quarantaine d'années à peu près. Hein. Oui, ce que vous interrogez, c'est comment ce modèle a évolué, en fait. Voilà, comment il a évolué. D'abord, dès le XIXe siècle, avec la création de l'Alliance israélite universelle, avec au moment de l'affaire Dreyfus, et ensuite, même jusqu'à la création du CRIF, il a évolué, et je parle à ce moment-là d'écart au modèle israélite. Des écarts sans rupture. Pourquoi sans rupture? Parce qu'à chaque fois, le modèle confessionnel, le modèle israélite qui définit le judaïsme d'abord comme religion, reste en place. Il reste légitime. Même à la création du CRIF en 1944, enfin 43-44, même au moment de cette création-là, le président du CRIF, de droit, est le président du consistoire. Donc le consistoire reste l'organisation, l'institution qui coiffe tout, si je peux dire. Et le CRIF à l'époque n'était pas une institution très forte comme il est devenu dans les années 1980. Donc le consistoire reste l'institution qui coiffe l'ensemble du judaïsme et de manière légitime, le judaïsme est défini comme religion, même si beaucoup de gens sont juifs par la culture ou par l'histoire ancienne. Voilà. Bien sûr. Juste pour préciser, donc, ce modèle d'israélitisme originel, c'est un modèle, disons, qui est ouvert sur la cité, au savoir profane. Absolument. C'est le Rav Sadok Khan qui fait la promotion de la patrie, de l'engagement, la revue d'études juives, ces rabbins qui en même temps travaillent à l'université. Voilà, c'est ça que vous appelez l'israélitisme. Oui, mais pas seulement. Ça fait partie de l'histoire et de la consistance, de la qualité même de cet israélitisme, qui reste un judaïsme défini religieusement, mais ouvert sur la cité, en effet,
que ce soit les études juives, que ce soit l'ouverture sur la patrie, le patriotisme même lui-même, oui, bien sûr. Voilà, donc bien sûr. Alors, je voudrais d'abord qu'on commence par une problématique centrale qui est dans votre ouvrage, c'est l'évolution interne de la communauté juive d'un point de vue, disons, religieux. Vous dites donc qu'on est, c'est une de vos thèses en tout cas, qu'on est passé d'un judaïsme mainstream qui, comme on vient de le dire, était ouvert au savoir profane, sur la cité, qui avait un regard plutôt apaisé vis-à-vis de la modernité de façon générale. Et vous dites qu'on a évolué vers un modèle qui est beaucoup plus enclin justement à se refermer sur lui-même, peut-être même à aller vers ce que vous appelez une ultra-orthodoxie. Alors concrètement, comment on définit d'abord cette évolution-là de l'ultra-orthodoxie et comment vous l'observez en tant que spectatrice de la vie juive française? Alors, l'ultra-orthodoxie est devenue, non pas majoritaire en France aujourd'hui, mais quand même assez forte, assez visible et assez forte dans les années 80-90, on va dire. Pas avant. Mais avant, elle était présente. Et oui, vous parlez de ce que vous appelez de yeshivot village qui ont commencé à installer en France après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle, et je tiens à le souligner, c'est parce que on connaît beaucoup mieux en France en général, dans l'histoire du jeune français récent, l'histoire de l'école d'Orsay, l'histoire des colloques d'intellectuels juifs de langue française, les figures de Lévinas, Neher, Manitou, etc., Manitou, bien sûr, etc. On connaît ces figures-là comme un peu une orthodoxie ouverte, présente, brillante, etc. Et on les connaît bien. Mais ce qu'on connaît moins, c'est ce que j'ai appelé les yeshivot de village. Pourquoi yeshivot de village? C'est parce que dans l'immédiate après-guerre, en même temps que s'est créée l'école d'Orsay, par exemple, il y a eu des courants d'ultra-orthodoxie différents, les Lubavitch, autour de Aix-les-Bains, autour de Fubelaine et Armentières aussi, par ailleurs, des différents courants. Le Fubelaine et Armentières, c'était l'ultra-orthodoxie du Moussard, du mouvement Moussard, qui ont créé des yeshivot en France. Et qui ont... Donc ces centres d'études, on étudie beaucoup la journée. Voilà, j'ai cité les lieux où on étudie toute la journée. Après, il y a eu des enfants qui sont nés et des maisons. Les adultes se sont installés tout autour. Les familles, c'est pour ça que j'appelle ça yeshivot de village. Aujourd'hui, on peut parler... C'est-à-dire que c'est une organisation sociale qui est centrée autour de la yeshiva. De la yeshiva ou du kollel. Et ensuite, on crée le séminaire pour les jeunes filles, on crée le séminaire pour les garçons et les écoles pour les enfants. Est-ce que les éléments que vous évoquez, quelque part, ce ne sont pas aussi des éléments intégrants de l'orthodoxie éclairée, dans le sens où, dans l'orthodoxie consistoriale, il y a aussi de la séparation homme-femme, il y a aussi des histoires de cache-route. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des éléments communs? Est-ce que la division est aussi marquée que vous le présentez dans votre livre? Oui, mais à cette différence que le gène consistorial était beaucoup plus cool, était beaucoup plus tolérant sur quelques infractions comme ça. Par exemple, la cache-route. Prenons la cache-route dans les synagogues. Quand il y avait une bar mitzvah, un mariage, que les parents, que les familles voulaient apporter leur propre gâteau, leur propre mets pour faire un apéritif, eh bien, ils apportaient leur propre mets. À un moment donné, au moment de l'élection où Joseph Citroën est devenu le grand rabbin de France, il a mis le holà sur cette star. Il a demandé à ce que tout ce qui rentre dans la synagogue soit agréé par le Bédine consistorial. Donc, il cachère de manière stricte pour lui. Donc voilà, il a porté le soupçon un peu sur la cache-route des familles, si on peut dire. Et ça, c'est assez particulier quand même. Il a mis en cause la cache-route des mères juives, si je peux un peu prendre cette expression, cette image un peu forte comme ça. Et ça, c'est important. Donc la cache-route, c'était ça. Il y avait aussi l'autre chose, dans la séparation homme-femme. Oui, il y avait une séparation homme-femme dans les synagogues consistoriales. Il y a toujours. Mais au moment de la fête de Kippour, par exemple, quand il y avait la bénédiction des pères de famille sur les Cohen et des pères de famille sur la famille, les enfants, les femmes pouvaient descendre, enfin, les familles se mélangeaient, quoi. Et là, ça n'était plus possible. Et ça a créé des dissensions au sein des synagogues. Certaines synagogues ont dit, on veut pas de ce rabbin. Certaines synagogues ont accepté, mais les fidèles sont partis ailleurs. Et puis, ça a créé des dissensions au sein même du consistoire, parce qu'il y a des rabbins qui n'étaient pas d'accord avec cette option hyper rigoriste. Est-ce que c'est pas, pour approfondir le débat, est-ce que c'est vraiment le symbole d'une ultra-orthodoxisation de la vie juive en France, ou est-ce que ça n'est pas simplement la vie halakhique, c'est-à-dire la vie de la loi juive, qui s'applique dans sa diversité
au fil de l'histoire? Diversité, je veux bien, mais quand ça touche, quand ça pénètre dans le consistoire qui est censé rassembler la plus grande majorité des Juifs, qu'ils soient croyants, plus ou moins pratiquants. Vous montrez dans le livre que le consistoire a vraiment été cette institution qui a rassemblé l'ensemble des Juifs, quel que soit leur niveau de pratique. Mais oui, on ne demandait pas à un Juif si sa mère était juive ou pas, il s'appelait Cohen ou il s'appelait autre chose, on ne demandait pas ça. On ne demandait pas s'il faisait qu'à chercher lui, forcément, pour dire « Ok, on va te marier ici ». On ne demandait pas. Il fut un temps, c'était comme ça. Mais non, ce n'est plus comme ça. Alors, il y a un autre facteur plein d'autres facteurs qui expliquent pour vous cette évolution du franco-judaïsme au fil de l'histoire. Et vous reprenez une expression qui vous est inspirée par Alain Finkielkraut. C'est un franco-judaïsme que vous dites victimaire. C'est moi qui l'appelle victimaire. Ça, c'est votre appellation à vous, ouais. Qui, selon vous, est née à une évolution d'un franco-judaïsme qui doit se défendre face à une montée de l'antisémitisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, là, vous arrivez déjà aux années 2000. Et on a passé quand même sur la période des années 1980 avec cette deuxième forme de franco-judaïsme dont je parle dans mon livre, dans la deuxième partie du livre, qui s'est constituée progressivement de 1945 jusqu'aux années 2000, 1945 jusqu'aux années 2000. Et je vais dire très brièvement, c'est constitué de manière, d'une part, à travers la diversification des manières d'être juif en France, à travers le religieux dans sa diversité, à travers la dimension culturelle, les festivals de culture séfarade, ashkénaze, diasporique en général, la création de revues comme Combat pour la diaspora ou Traces, toutes sortes de choses comme ça. Donc culturel et aussi politique, puisque dans les années de 1945 à 2000, il y a eu 67 l'expression d'une solidarité avec Israël, qui s'est manifestée de diverses manières au fil du temps. D'une part, politiquement, le soutien aux Juifs qu'on appelait refusniks en URSS, qui n'avaient pas le droit de sortir du URSS, ça aussi c'est un engagement politique, et aussi le soutien à la lutte contre l'antisémitisme et la lutte pour la mémoire de la Shoah. Oui, toutes ces choses-là font partie de la diversification des manières d'être juif en France dans ces années jusqu'aux années 2000 et encore aujourd'hui. Et l'autre aspect que je dis, la dimension institutionnelle, c'est le fait que le CRIF et le Fonds social unifié ont pris de plus en plus d'importance comme interlocuteurs de l'État et comme promoteurs de la culture juive, promoteurs d'une politique juive aussi. C'était plus seulement le consistoire. Et plus seulement le consistoire. Donc il y a eu une répartition, une distinction des champs d'intervention, le religieux, le culturel et le social, le politique. Et cette tripartition, on va dire, du champ de communautaire était importante. Et pour moi, ça fait partie de cette deuxième forme du franco-judaïsme, d'autant plus que le CRIF s'est autonomisé vis-à-vis du consistoire, puisque à partir de 1983, le président du CRIF n'était plus de droit le président du consistoire, mais a été élu par les associations qu'il fédérait. Donc ça, c'est la deuxième forme. Maintenant, pour conclure juste sur cette deuxième forme, vous dites que c'est vraiment là où on a un tournant, où il y a une revendication juive dans l'espace public. Voilà, aussi. Sans renier son appartenance française. J'allais oublier ça, absolument. Un affichage dans l'espace public, ce que j'illustre par cette affiche de l'Union des étudiants juifs de France qu'on a vu sur les murs à Paris, surtout en 1992, avec cette baguette de pain et les deux drapeaux, le drapeau israélien, le drapeau français, J'ai deux amours. Voilà. Donc c'est assez fort comme manifestation publique. C'est une des manifestations publiques. Il y avait des fêtes de Iloula sur scène, il y avait d'autres éléments de colloques, etc., de manifestations publiques dans l'espace public, qui se continuent aujourd'hui. Et ça, c'est important pour penser qu'en est-il du franco-judaïsme aujourd'hui. Donc voilà. Après, pour venir à votre question sur le franco-judaïsme victimaire. Victimaire. Moi, je trouve que c'est moi qui le qualifie de victimaire parce que c'est paradoxal. Parce que, a priori, franco-judaïsme, ça indique une synthèse heureuse. Positive, exactement, entre l'appartenance juive et l'appartenance française. Qui se manifestait, comme je vous l'ai dit, avec cette affiche, par exemple. Mais là, c'était sur le mode victimaire. Quand on attaque les juifs, on attaque la France, et on veut attaquer la France. Donc ça, je trouvais ça assez fort. Donc j'ai retenu cette expression-là. Elle n'a pas été reprise par d'autres, mais c'est vrai que c'est une des choses qui revient de plus en plus, que quand on attaque les Juifs, on attaque la République. Donc les Juifs sont au cœur de la République, et ça fait partie d'une des images de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Alors qu'au début des années 2000, on se disait, mais les Juifs sont seuls. Les Juifs, on ne veut pas voir l'antisémitisme. De plus en plus, on est venu à cette idée que,
En fait, les Juifs sont pas seuls, ils sont au centre de la République. Et ça, c'est une des évolutions de la vision des Juifs en France et de la vision de l'antisémitisme aussi, de la conception sur l'antisémitisme en France. Donc mais moi, je l'appelle victimaire et je trouve que c'est paradoxal de le dire comme ça, parce que historiquement, le franco-judaïsme, c'est quelque chose de positif a priori. Pour conclure, l'avenir du franco-judaïsme, est-ce que c'est vers plus de divisions, c'est-à-dire on a de plus en plus de courants séparés entre les libéraux, les massortis, les orthodoxes éclairés, l'ultra-orthodoxie, ou au contraire, est-ce que c'est une vague de mouvements qui vont essayer de revitaliser ce franco-judaïsme-là? Quel est votre avis là-dessus? À mon avis, ce que vous appelez division, moi je l'appelle ça pluralisation. Voilà, pluralisation des courants, pas seulement des individus qui se comportent de telle ou telle manière, plus ou moins pratiquante ou pas. Donc pluralisation. Donc et des courants qui sont visibles aujourd'hui. Avec les femmes rabbins, il y en a 7 aujourd'hui en France, femmes rabbins, certaines sont très connues, ou moins connues, mais quand même sont inconnues des pouvoirs publics. Donc voilà, et les mains sorties. Et quand il y a des débats sur certains sujets, la conversion, la difficulté de se convertir au sein du consistoire, ou sur d'autres sujets encore, eh bien on invite des rabbins de toutes les tendances finalement. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la pluralisation. Ça fait partie du paysage et qui est pour moi un aspect positif de la chose. Le consistoire est toujours là, mais il n'est pas tout seul. En tout cas, on ne peut que recommander votre ouvrage, donc Fin du franco-judaïsme, point d'interrogation, aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup, Martine Cohen. Merci à vous.